Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce, comment apprendre le référencement e-commerce. Aujourd'hui, il y a un chapitre hyper important que je voulais voir avec le grand spécialiste de plusieurs technologies, mais le spécialiste du référencement e-commerce, Nicolas Mercatelli. Bonjour. Salut à tous, Euh, bonjour. Poids lourd du référencement en France, on devait faire une petite conf peut-être ensemble, et puis au final, toi, tu vas faire une conf au SEO Camp à Paris sur le Ouais. référencement e-commerce. On nous avait proposé de faire une conférence ensemble sur l'e-commerce. Moi, j'avais proposé un sujet e-commerce Ouais, et j'avais proposé un sujet netlinking aussi, une stratégie de lien. Et j'ai été retenu sur les deux. Et du coup, j'ai préféré me focaliser sur la partie e-commerce pour balayer la globalité du SEO plutôt que de faire que la partie netlinking. Donc, du coup, je t'ai laissé la place à toi tout seul. Voilà, tu c'est pourras animer ça. tout seul Alors, cette conférence. Ouais. c'est moi, Marc Teux, qui vais introduire le cycle Black Hat au SEO C'est Camp bien, Paris. ça Ça, change. Ouais. ça va être rigolo, quoi. Donc, Nicolas, il y a une question qui est importante dans cette série de vidéos, c'est le choix de la technologie et du prestataire aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que telle ou telle ou telle technologie, elle est la meilleure, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut regarder en premier. Oui, tout à fait. En fait, il y a pas de meilleur CMS qu'un autre. C'est plutôt l'utilisation que l'on va en faire. Aujourd'hui, le marché est très riche, hein. Quand j'ai commencé dans les années 2000, les CMS n'existaient pas. Donc, je prenais Dreamweaver, je créais mon modèle de page et je créais moi-même toutes les pages une par une. Donc, c'était quand même assez lourd. Donc, les CMS ont changé la donne, nous permettent d'administrer des sites vraiment plus facilement sans avoir aucune connaissance en termes de développement, etc., de référencement. Par contre, les CMS sont plus ou moins différents. Donc, on a des CMS qui sont typés vraiment pour les sites vitrines, des CMS qui sont typés plutôt pour les sites e-commerce. Et du coup, il faut faire son choix en fonction de son besoin. Donc, pour les sites vitrines, le choix est rapidement fait parce qu'il y a WordPress qui vient vraiment dominer comment dire, la niche, hein, des sites vitrines. WordPress représente, je crois, à peu près 70% des CMS qui sont utilisés au travers du monde entier, hein. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, aujourd'hui, WordPress vraiment domine. C'est un CMS qui qu'on arrive à facilement à prendre en main, qui est propre en termes de SEO, qui est assez bien conçu. Et on a en face, on a Joomla et Drupal. Alors Drupal qu'on trouve toujours sur certains gros sites, mais qui est un petit peu imbuvable et lourd et coûteux à mettre en place. Joomla qui est un peu en phase descendante et qui de plus en plus touche de moins en moins de monde, hein, et il est en train de disparaître, hein. J'ai fait une conférence l'an dernier au Joomla Day sur le SEO. Voilà, le Joomla Day, c'était 80 personnes. Voilà, alors que sur un WordCamp WordPress, on a quasiment 500-600 personnes qui viennent. Donc la communauté de Joomla est quand même plus petite et Joomla est moins ouvert qu'un WordPress. Donc du coup, au niveau des SMS, WordPress pour les sites vitrines est le plus souvent utilisé, hein. On va dire, c'est le meilleur challenger pour un site de vitrine. Et pour la partie e-commerce, on a PrestaShop, on a WooCommerce qui est une extension de WordPress et on a Shopify et Magento. C'est les 4 solutions qui sont les plus souvent retrouvées. Et de mon côté, j'ai fait le choix de me focaliser sur PrestaShop, que je maîtrise assez bien maintenant, et en gardant également WooCommerce, qui est comme WooCommerce associé à WordPress. Quand on fait du WordPress, on est capable de faire du WooCommerce. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de solutions e-commerce qui existent, hein. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus obsolètes, hein, que maintenant on utilise moins, qu'on le rencontre moins. Mais aujourd'hui, voilà, si on veut faire du PrestaShop, souvent je vais recommander WordPress ou WooCommerce qui sont les plus accessibles et un petit peu différents de Shopify qui est assez accessible, mais qui est en version SaaS, où on n'a pas forcément la main de tout. Surtout, en fait, on maîtrise pas son hébergement, on peut pas installer la solution, on peut pas tout modifier. Donc, pour des personnes un peu plus techniques comme nous qui veulent vraiment aller rentrer dans le chirurgical au niveau du SEO, on sera plus rapidement limité avec un Shopify. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est WordPress, WooCommerce et PrestaShop qui sont les 3 solutions à suivre et à utiliser quand on veut se lancer sur un site ou vitrine ou site e-commerce. Ouais, tu me disais en exemple, il y a une femme, elle t'a contacté pour un projet, elle avait 6 produits, tu l'as orientée vers WooCommerce parce que c'est une solution légère, facilement, qu'on peut mettre en place facilement. C'est plus adapté à ce type
Tout à fait. C'est-à-dire quand on veut vraiment partir sur un site, sur un gros site e-commerce avec un gros catalogue, des fonctionnalités de vente assez poussées, ou si on veut partir sur le multilingue, un PrestaShop nativement il est multilingue, c'est beaucoup plus simple qu'un WooCommerce où Ouais, on doit encore installer une extension pour ça et c'est moins facile à maîtriser. Donc pour un gros site e-commerce, on va dire moyen gros site e-commerce, multilingue avec des fonctionnalités de vente plus poussées, clairement on partira sur un PrestaShop, hein, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, quelqu'un qui a un petit catalogue et donc j'ai eu cette personne-là qui avait 6 produits donc à vendre, donc 6 produits, mettre un PrestaShop, c'est un petit peu démesuré pour 6 produits et 6 produits, le catalogue, il est très léger, très petit. Donc il y a même pas de catégorie de produits. On a tous les produits sont directement dans la racine, dans la boutique. Donc du coup, un PrestaShop serait démesuré pour ça. Donc là, on part sur un WooCommerce et on va jouer sur le côté, visibilité et SEO de WordPress où on va, dire: «Voilà, j'ai pas un gros catalogue, produit, par contre, je vais publier énormément sur le blog, c'est-à-dire toutes les semaines, il y aura une ou deux publications sur le blog. On va alimenter le site pour aller chercher les positions et la visibilité grâce au blog et pas forcément au catalogue qui, lui, est très pauvre en fait. ouais. Et justement, aujourd'hui, c'est difficile de déterminer qu'est-ce que c'est un petit catalogue. Hein, parce qu'il y a aussi des petits besoins. Moi, j'ai cet exemple, là, j'ai un client que j'accompagne depuis des années. Il est sur Magento. Il était même sur Magento SaaS à l'époque. C'était vachement pratique. Moi, j'aime beaucoup Magento parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de modules. Il n'y a pas besoin de rajouter de modules. Nativement, c'est complet par rapport à PrestaShop qui peut évoluer. Mais typiquement, tu vois, il a 80, 100 références. Mmh. Et aujourd'hui, on a un codeur qui s'occupe de la sécurisation. 80 sans référence, j'hésite à le faire passer sur un WooCommerce plutôt que sur un PrestaShop. Que Effectivement, en t'as- plus, Magento est encore plus lourd et en fait, souvent, je prends l'exemple, on a WooCommerce qui est assez petit, PrestaShop qui est un petit peu plus gros pour les peu plus gros sites et pour les beaucoup plus gros sites, on a Magento. Magento est beaucoup plus coûteux, c'est-à-dire les prestataires qui font du Magento sont plus chers, les hébergements Magento sont plus chers également. Il y a une licence, je crois, à l'utilisation de Magento aussi. Il me semble que Magento n'est pas forcément gratuit, il y a une licence à l'utilisation. Donc du coup, un projet Magento va facilement être 2, 3, 4 fois, 5 fois plus cher qu'un projet qui sera ou sur PrestaShop ou sur WooCommerce. PrestaShop et WooCommerce, les tarifs souvent bon, sont assez proches, hein. On arrive à avoir des tarifs assez proches. On ne part pas dans des tarifs qui sont complètement déconnants, mais dès qu'on est sur du Magento, il y a moins de prestataires. On est quand même sur des coûts plus importants. Donc effectivement, certains clients qui étaient sur des sites trop lourds à maintenir ou qui leur coûtaient trop cher, ben, parfois une refonte, le coût d'une refonte peut être intéressante et rapidement amorti sur les années qui arrivent en termes de maintenance et d'évolution du site, hein. Ouais. C'est vrai que Magento, surtout depuis la version 2, c'est un travail d'ingénieur. C'est difficile d'avoir Mmh. des techniciens avancés qui arrivent à personnaliser un Magento comme on personnalise un PrestaShop ou un WooCommerce. Bien sûr. C'est toute la difficulté du Magento. Ça s'adresse vraiment à des projets plus plus. Mais justement, parmi les projets plus plus, des fois, on voit des grandes marques. euh, je crois Volcom, qui est connu dans le surf, qui basculent sur Shopify. Est-ce que tu comprends ces grandes marques Non, sur Shopify, souvent les personnes démarrent avec Shopify parce que Shopify est entre Ouais, guillemets, il est gratuit parce que c'est un oui, un logiciel SaaS, hein. Tu vas payer ton abonnement qui est de 20 ou 30 € par mois et directement tu as ta boutique qui est en place. Tu as plus qu'à configurer un petit peu, personnaliser, tu achètes des modules, tu achètes des thèmes, donc tu loues, tu achètes pas, tu loues chez eux, tu c'est loues au ça. mois. Donc tu vas louer tes différents modules et cetera, tu vas te démarrer, mais Shopify a des commissions sur les ventes, tu as un coût d'exploitation également tous les mois. Donc ça peut te revenir rapidement cher quand tu as un chiffre d'affaires qui est important. Donc moi, j'ai souvent migré des personnes qui étaient sur Shopify, on les a passées sur des PrestaShop ou sur des WooCommerce parce que justement, ils voulaient sortir de la main de l'engrenage parce qu'ils étaient là à payer, 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 payer tous les mois. Ouais, Et alors que là, effectivement, ça leur coûte plus cher de mettre en place un site que de partir sur un Shopify. Mais le site, une fois qu'il est en place, il leur coûte plus rien. Tu payes ton hébergement, tu payes ton nom de domaine tous les mois et tu n'as aucun frais, tu n'as pas des coûts de fonctionnement tous les mois, tu n'as pas des frais sur les, comment dire, des commissions sur les marges que tu fais. Non, non, il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'une marque retourne, une grosse marque retourne vers Shopify. J'ai j'ai peu de, j'en connais quasiment pas. Donc, si toi t'en as, ça serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, leur demander non, pourquoi ils ont fait ça. j'ai pas compris non plus. Je pense qu'ils veulent juste se séparer de services informatiques qui pensent trop lourd.
Ils veulent se séparer Ouais, du mais frère ils auront et toujours de l'optimisation à faire sur du Shopify, etc. Donc, ouais. ouais. Mais à mon avis, c'est pas des gens qui ont des optiques SEO, ils misent que sur la marque et c'est tout. Ils n'ont pas compris le pouvoir de Google. À mon Ouais. avis, Donc, du coup, ils viseraient la simplicité, en fait. Voilà, avoir un site ouais, plus c'est simple à ça. administrer, pas gérer d'hébergement, pas gérer, ouais, et avoir quelque chose de plus simple, voilà. Ouais. Mais Mais pour moi, ils doivent pas faire beaucoup de ventes. Les ventes doivent pas être énormes parce que sinon, le pourcentage qui refilera à Shopify serait conséquent quand même, ouais. ouais, c'est possible, hein. Ils sont sur du repli et ils ont besoin de solutions le moins coûteuses possible. Mmh. En ce moment, on a de gros dégraissages dans le secteur du surf. C'est une industrie qui va de plus en plus mal. Enfin, c'est fini. L'époque où tout était beau, les années 90, des grands glisse expo. Là, ils ont embauché des cost killers depuis le début 2000 et ça fait 20 ans que ça dégraisse. D'accord. Euh, mais c'est peut-être un mauvais exemple. Pour en revenir sur des choses un peu plus standards, tu nous disais, voilà, c'est des coûts qui sont pas déconnants de mettre en place un bon WooCommerce, un bon WordPress, un bon PrestaShop. C'est quoi, d'après toi, le budget moyen pour se faire accompagner? Après, on parlera du thème que tu as développé, que moi je trouve extraordinaire à un prix ridiculement bas tellement c'est complet. Mais d'après toi, c'est quoi un bon budget pour démarrer dans l'e-commerce et avoir un petit peu sans compter le budget pub, tu vois, mais Mmh. je Je démarre. pense que le budget, quelqu'un qui veut démarrer et se faire accompagner au minimum, il faut qu'il ait une enveloppe au moins de 3 000 €. Je pense entre 3 000 et 6 000 €, on peut déjà commencer avec quelque chose de potable, bien optimisé et performant. En dessous de ça, c'est difficile. Après bon, le problème, c'est que sur le marché, sur ce marché-là, il y a tout et n'importe quoi comme tarif et moi souvent j'ai des personnes qui m'appellent, qui me demandent un devis, donc je leur fais un devis pour une prestation. Ils me disent: «Par contre, moi je comprends pas pourquoi j'ai un devis à 700 €, pourquoi vous êtes à 5 000 € et pourquoi j'en ai un à 10 000 €?» Ouais, Ben, à 10 000 €, on est sur une grosse agence qui a des gros locaux, une secrétaire, une équipe commerciale, et cetera. Donc il faut financer tout ça. Donc effectivement, ils vont vendre le produit 10 000 € et 10 000 €, ça sera pas forcément mieux qu'un autre qui sera moins cher. Et à l'extrême, on a un jeune qui sort de l'école, qui se lance en auto-entrepreneur, qui est freelance et qui a besoin de travailler. Il se prostitue pour vendre ses premiers sites. Et donc il va les vendre à un prix quand même dérisoire, mais il n'a pas d'expérience, il va peut-être faire pas forcément bien optimisé. Donc effectivement, souvent les clients sont un petit peu perdus parce que pourquoi j'ai 7 000 €, j'ai 700 € d'un côté, pourquoi j'en ai 10 000 et pourquoi j'en ai 5 000 au milieu et quel est le meilleur rapport qualité-prix en fait, c'est ça qui est le plus ouais, dur à eux à avoir. Alors moi toujours j'ai un discours rassurant par rapport à l'optimisation du référencement, donc leur dire ben, tout ce que je vais faire, ce qu'on va mettre en place, comment on va le travailler, quels sont les points forts à travailler avec moi. Et souvent ben, ils me disent ben oui effectivement ce que vous m'avez dit là personne d'autre ne me l'a dit, donc je suis en confiance, vous êtes le 11e que j'ai appelé, mais on va travailler ensemble même si vous êtes plus cher parce que je sais que ça sera correctement fait. Donc après, c'est une question de rassurance à avoir derrière pour vendre ses prestations. Mais aujourd'hui, pour moi, on a tout et n'importe quoi en termes de tarifs, hein, et ça peut être complètement déconnant. Des tarifs qui peuvent être 10 fois plus chers sans forcément que ce soit mieux. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est c'est très ça. difficile. Mais on va dire le plus souvent, entre 3 000 à 6 000 €, on peut trouver un prestataire qui va correctement nous accompagner, nous aider à optimiser le site, nous faire les bons choix pour ben, choisir le thème, pour choisir les modules, pour optimiser le catalogue, comment gérer le catalogue produit aussi, parce qu'il y a aussi des bonnes pratiques à avoir, hein. Tout à l'heure, on en parlait en off, mais moi j'ai souvent des clients, il 95% de mes clients, quand un produit n'est plus disponible, ils vont simplement le désactiver. C'est une grosse erreur. On ne Ouais, désactive pas un produit. Ce produit était visible pendant peut-être 1 an, 2 ans, etc. Il s'est référencé, il est présent dans les résultats de Google. Le supprimer, mais on renvoie vers une page 404 et c'est une grosse erreur. Donc on va rediriger ces produits-là. Ça, c'est une bonne pratique à avoir. Tu vas rediriger le produit vers un produit le plus proche ou au pire vers la catégorie parent. Mais tu le mets surtout pas désactivé en erreur 404. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut ben, apprendre, éduquer les clients. Ben, quel est l'intérêt d'une balistique, ta description, comment tu l'optimises, comment tu travailles tes fiches produits, tes résumés, quel contenu tu mets sur la page d'accueil, pourquoi la balise H1 elle est importante. Donc tout ça, c'est des choses, c'est un accompagnement qui fait que les marchands ne sont pas lâchés dans la nature, ils sont accompagnés par rapport à tout ça et ils se sentent ben, accompagnés, ils se sentent en sécurité et ils savent que ben, ça coûte un petit peu plus cher que s'ils avaient bricolé eux-mêmes de leur côté, mais que le résultat sera différent. Et pour d'expérience des clients qui n'avaient pas voulu dépenser d'argent, ils se sont lancés par eux-mêmes, ils ont lancé leur site et ils reviennent te voir 1 an ou 6 mois après. Bon voilà, j'ai rien vendu,
Est-ce qu'on peut recommencer ensemble, tu vois? Donc parce qu'ils ont fait des mauvais choix, et cetera. Donc il ne faut pas négliger cet accompagnement-là. Il y a un juste milieu à trouver entre ce qu'on peut faire, les compétences qu'on a en tant que marchand, et cetera, ce qu'on peut apporter et ce que peut apporter un professionnel derrière qui sera spécialisé sur la solution que l'on va utiliser. Et c'est l'intérêt aussi de rester sur des CMS qui sont connus parce qu'il y a des prestataires qui peuvent proposer des solutions qui sont sur mesure. Le problème, c'est que vous vous disputez avec ce prestataire-là, personne ne voudra reprendre le site sur mesure qui a été développé par un tel. Donc, rester sur un WordPress, un WooCommerce, un PrestaShop, un Shopify, un Magento vous assure également d'avoir un suivi derrière. Vous vous disputez avec votre prestataire, vous êtes avec un freelance, il se tue en voiture demain, mais c'est pas grave, vous prenez votre site, vous tapez dans Google freelance WordPress ou consultant SEO PrestaShop et vous allez trouver quelqu'un d'autre et repartir avec lui. Donc voilà, ça s'arrêtera pas là en fait. Ouais. Oui, donc ce qui est important aussi, c'est de déterminer bien le besoin, d'avoir une sorte de cahier des charges, même sommaire. Et dans la mesure où on a un projet sérieux, où on veut ça aller vite, on peut embaucher un tiers de confiance, comme il nous disait Antoine Tout à Giraud, il fait. se met de plus en plus à faire de l'AMO, donc à assister les porteurs de projets à la rédaction d'un cahier des charges et à les aider à sélectionner le meilleur prestataire possible. C'est aussi un gage de sécurité. C'est pas forcément le plus cher qui va être le plus sécurisant. C'est vraiment d'arriver à trouver le Le bon prestataire feeling, qui va le nous bon feeling en fait, assurer. voilà, il faut avoir tout à fait, il faut avoir un bon feeling. Même moi-même, hein, quand j'ai des personnes qui me contactent et si je sens directement que j'ai pas le bon feeling, je préfère ne pas travailler avec eux. Il faut qu'il y ait un bon feeling entre prestataires, et clients et puis surtout, voilà, c'est correctement les accompagner et les aider à faire les bons choix. Le nombre de fois où j'ai des clients qui arrivent avec un cahier des charges qui est long comme ça et ils veulent tout. Ils veulent sur le site, ils veulent démarrer, ils veulent tous les modules, ils veulent tout directement. Je dis: «Non, non, non, arrêtez les gars, non, non. D'abord, on part sur un site qui sera plus ou moins basique, qui sera beau, une bonne UX, bien optimisé pour le référencement, et cetera. Mais le budget que l'on a, le budget que vous avez dans les différentes fonctionnalités qui vous serviront à rien pour lancer la marque au départ, on les met dans le référencement et dans la visibilité. Et une fois que le site il aura décollé, et cetera, là on peaufinera justement qu'est-ce qu'on peut mettre comme fonctionnalité, optimiser. Par exemple, mon parfait exemple, c'est quand j'ai lancé la plateforme de lien Semjus, on s'est autofinancé, on en est parti avec une V1 qui n'était pas forcément très belle, qui avait les fonctionnalités limites par rapport à ce qu'on voulait faire, mais on s'est lancé avec elle pendant un an, on a testé le marché a démarré, et une fois, un an après, avec les bénéfices qu'on a fait, on a réinvesti dans une V2 plus poussée, plus jolie, voilà, on a mis de la peinture dessus, on a embelli ça, et puis voilà, mais on n'a pas besoin de partir avec l'outil parfait ou le site parfait dès le départ, parce qu'en fait, il ne faut pas cramer son budget là, en fait. Son budget, il faut l'utiliser intelligemment, faire le minimum pour vendre et avoir un outil fonctionnel et qui soit bien positionné. Mais surtout, après, derrière, c'est investir dans la communication, dans les réseaux sociaux, dans le référencement, les stratégies de lien, dans tout ce qui est la communication, embaucher un commercial. Voilà, il y a du travail à faire à ce niveau-là avant d'avoir le site parfait, ultime en termes de fonctionnalité. On est tout à fait d'accord. Et ça, c'est vraiment le conseil le plus judicieux que tu puisses donner. Moi, j'ai une dent contre des agences de com, des agences web qui vont chercher à prendre le maximum de budget et ils te jettent un site à la gueule, il t'est abandonné dans la nature et après tu vends rien et tu as Mhm. perdu 15, 20 ou 30 000 euros. Ouais, Donc tout à fait. ça, c'est dangereux. Il vaut mieux avoir des garde-fous et le cahier des charges, il sert à ça. Il sert à poser un besoin. S'il est excessif, le porteur de projet intelligent comme toi, il va dire, bon, on va pas tout faire. On va se garder pour plusieurs versions et surtout garder du budget pour la promo. Bien sûr. Puisque les bons prestataires, ils envisagent que le client va gagner de l'argent et qu'on va l'accompagner. Mhm. On va pas le signer jusqu'à en faire du boudin. Bien sûr. Et, Tout à fait. Et souvent, aux clients, je leur dis, je ne suis pas là pour vous prendre tout votre argent. Je suis là pour vous faire les bons choix et vous accompagner dans la bonne stratégie. Et je leur voilà. dis des fois, non, cet argent-là, ne me le donnez pas à moi, gardez-le. Gardez-le et donnez-le à telle ou telle personne. Parce qu'effectivement, il y a des choses à faire plus importantes. Et je sais que quand ils se sont bien accompagnés, qu'on leur fait faire les bons choix, justement, souvent après, ils reviennent vers toi. Effectivement, tu leur dis, non, non, pour ça, il n'y en a pas besoin. Investissez l'argent ailleurs. Mais après, ils reviennent toujours vers toi pour te dire, ben voilà, maintenant c'est bon, maintenant ça c'est fait. Est-ce qu'on peut investir là-dedans? Donc en fait, c'est juste simplement repousser. Même des clients qui avaient des projets un petit peu trop, comment dire, pas forcément réalisables. Tu vois, je sentais vraiment que ce qu'ils voulaient faire, c'était pas forcément ce qu'il fallait. Et je leur ai dit clairement, moi honnêtement, vous allez me donner votre argent là, je vais vous faire votre prestation, mais vous allez dans le mur. Votre projet,
c'est pas possible, il est pas viable, c'est pas possible. Ou c'est trop concurrentiel, ou le produit ne répond pas à un besoin, ou le tarif est pas bon. Mais quand je sens que le projet est pas bon, au client, je leur dis: «Attendez, non, non, arrêtez maintenant, gardez votre argent». Et parce que je suis pas là, parce que des clients, j'en ai suffisamment. Si c'est pas lui que je prends, j'en Ouais, prendrai un autre. Mais je suis pas là pour prendre l'argent et les envoyer dans le mur, en fait. Et souvent, ces clients-là, ben, ils reviennent vers toi, ben, peut-être tu en as 1 sur 10, tu as 1 sur 10 qui revient vers toi en te disant: «Ah ben voilà, merci pour l'an dernier, et cetera. Maintenant j'ai ça comme idée, est-ce que c'est pas plus mal?» Et puis là, ben, tu pars sur ce projet-là. Donc, mais voilà, on n'est pas moi en tout cas, j'ai jamais été un tiroir caisse à prendre de la prestation et envoyer les clients dans le mur. Non, non, il y a un côté humain, je choisis mes clients, je travaille pas avec tout le monde, je choisis mes clients et les clients que j'accompagne, je veux, ben, qu'on réussisse ensemble, en fait. Et ça, c'est important. Et ça, il faut leur faire comprendre. Et ça fait partie des choix et de ce qu'on va leur imposer à mettre en place pour justement y arriver avec l'expérience que l'on a. Moi, ça fait depuis 2010 que je vends de la prestation. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. J'ai eu le temps de voir tout et n'importe quoi. Et je sais maintenant ce qui va dans le mur directement ou ce qui va réussir. c'est ça. On parle d'un projet d'entreprise sur lequel toi, tu as une expertise, le client a une vision et il faut trouver un bon équilibre. Mm. Il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on insiste, le temps passe vite, c'est sur ce thème PrestaShop que tu as développé, que tu as vendu, je crois, la semaine dernière. Tout à fait, c'est tout récent. Ouais, tu m'as contacté, j'ai dit, ben non, je l'ai plus. Je l'ai plus. Donc moi qui suis dans l'univers PrestaShop et pour avoir monté beaucoup de sites à mes clients, donc maintenant je suis beaucoup moins dans la création qu'avant. Maintenant aujourd'hui, bon, je possède plusieurs casquettes en fait, hein. J'ai la partie Cranico, qui était pas mal sur la création de sites, le consulting, l'optimisation, SEO de sites. J'ai lancé en 2017 une plateforme de liens, donc samjust.com pour les stratégies de liens et ça c'est mon gros bébé qui est parti très vite et qu'on essaye de suivre à la cadence où ça va. Et à côté de ça, j'avais lancé également un petit thème, qui était au début, j'ai lancé ça comme ça, hein, mais qui s'est bien, bien développé également. Ça s'appelle donc SEO Presta, c'est un thème développé, pour PrestaShop et le but, c'était simplement que j'en avais marre d'acheter des thèmes, hein. J'achetais un thème 100 balles sur, PrestaShop Add-ons ou ailleurs et ce thème-là, ben, il y avait toujours des choses à revoir. Le thème n'était pas forcément parfaitement optimisé, pour le référencement. Il y avait parfois des bugs parce que le thème était vendu peut-être 2, 3, 4 fois, 5 fois, pas plus. Donc du coup, j'achetais le thème 100 €, mais j'avais toujours un prestataire à mettre derrière pour venir optimiser, beh, tout ce qui n'avait pas forcément été et déjà pour la partie technique et fonctionnement. Et après la partie SEO, bah, suivant comment le thème était conçu, c'était plus ou moins chaotique. Et Ouais. donc j'en ai eu un peu marre. Le hasard a fait que j'ai rencontré Guillaume Battier, qui est un développeur PrestaShop, hein. Moi, j'organise sur Montpellier des afterwork e-commerce, hein, notamment sous PrestaShop. Et Guillaume Battier, qui est un développeur qui habite à quelques kilomètres de chez moi, lui avait une expérience justement dans la création d'un thème. Et du coup, j'ai dit, bah, écoute, on pourrait faire quelque chose, on pourrait s'associer à tous les deux, toi pour la partie développement et comment dire, et création du thème, et moi pour la partie SEO optimisation. Donc bon, on a quand même bossé pas mal de temps avant d'arriver à cette idée-là. Donc il a pris en compte toutes mes remarques que je lui faisais sur les projets en commun qu'on avait par rapport aux bonnes pratiques SEO, parce que je rappelle, hein, un développeur de thème ou un développeur tout court n'est pas forcément référenceur, et ils ont des mauvaises pratiques, hein, notamment au niveau du balisage, etc. Voilà, eux, pour eux, les balises à chaîne, c'est plus décoratif qu'autre chose, alors que non, il y a quand même une pertinence derrière en termes de SEO. Donc il y a quand même pas mal de choses, qu'il fallait voir avec lui. Donc on a travaillé pas mal de temps ensemble. Et puis au fil du temps, j'ai dit, écoute, maintenant, peut-être qu'il serait temps de lancer notre thème. Il y a un marché à prendre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de thème SEO pour PrestaShop sur le marché. Il y avait un thème qui existait, qui s'appelait Panda, qui était pas mal. J'ai contacté le développeur, il m'a dit, écoute, tu as un thème qui est pas mal, mais il y a plusieurs choses qui me gênent. Est-ce que je peux pas t'aider à revoir ça, etc., pour en faire un thème SEO? Le gars, il m'a envoyé chier. Il m'a envoyé chier, mais non, non, mon thème, il est très bien, dégage. Ouais, ok, bon, dégage. Bon, Guillaume, allez, on lance le thème, c'est parti. Donc du coup, l'idée est partie de là. Et on a voulu faire en sorte d'avoir un thème qui soit assez bien optimisé. On a sorti une première version, donc on l'appelait SEO Presta One, le premier thème qu'on a sorti. Ce thème-là s'est très bien vendu, mais on a eu pas mal de retours où les gens nous disaient votre thème, il est moche. Donc bon, on a dit une fois, deux fois, trois fois. On le vendait beaucoup à des agences qui utilisaient le thème enfant, qui permettait de personnaliser le thème sans venir écraser le thème parent. Donc du coup, les agences l'aimaient bien parce que eux derrière, ils avaient des équipes qui le personnalisaient, mais le marchand lambda était déçu parce que le thème n'était pas assez sexy à ses yeux. Donc on a lancé une nouvelle version, le Fashion SEO,
justement a été charté. Là, on a fait faire une très très belle charte graphique avec une agence. On a fait travailler l'UX et la neuroergonomie à Guillaume Mathias, qui est un expert en neurosciences. Donc lui, c'est un scientifique, hein, il réfléchit comme le cerveau humain, qu'est-ce qu'on a l'habitude de retrouver à tel endroit, quelles sont les couleurs qui doivent être utilisées, etc. Donc il a repensé complètement l'ergonomie du site, hein, la neuroergonomie et l'UX. Donc on a eu vraiment une charte vraiment très bien optimisée par rapport à ça. Et après, nous, derrière, on a appliqué ce qu'on avait déjà fait au précédent thème en termes d'optimisation SEO. Et du coup, aujourd'hui, on a le thème le plus pertinent du marché en termes de SEO, en termes d'UX, en termes de transformation. Je veux dire, ça marche très très bien. Donc, c'est le site seo-presta.com où vous tapez simplement thème SEO PrestaShop, hein. Donc, j'en suis plus propriétaire aujourd'hui. Donc, c'est la société PrestaModule qui l'a repris. Donc, la semaine dernière, c'est vraiment tout récent. Donc voilà, eux, ce sont les leaders en France. Donc sur la vente de modules, ils ont une très grosse équipe de développeurs, une très grosse équipe de support. Ils sont spécialistes sur la solution PrestaShop. Donc là, voilà, on pouvait pas mieux rêver pour la suite de notre thème, parce que derrière, nous avec Guillaume, on n'était que deux. Lui dans le développement et le support, et moi pour la partie commercialisation et optimisation SEO. On a fait ce qu'on a pu à tous les deux. On a eu vraiment des clients contents. Ça s'est bien passé, hein. On a très bien vendu notre thème. Mais voilà, PrestaModule nous a approchés, eux intéressés d'avoir un thème qui soit dans l'écosystème de tous leurs modules, hein, proposer vraiment donc un pack complet avec un thème et des modules qui vont avec, qui sont parfaitement compatibles, parce que parfois les thèmes sont mal codés et les modules qu'ils peuvent vendre peuvent poser problème. Donc eux, le but c'est d'avoir vraiment le meilleur du thème pour PrestaShop avec des modules qui vendent énormément. Ils ont le module Advanced Search 4, qui est un module de recherche avancée, qui remplace la navigation à facette de PrestaShop, qui est bien plus pertinente. C'est un module qui a été le plus vendu, je crois, en France, hein, même dans le monde. Hein. C'est un vrai succès, leur module. Par exemple, ce module-là sera parfaitement intégré à notre thème. Donc le but pour eux était ça. Et nous, pour en revenir un peu aux optimisations qu'on a fait, donc nous, j'ai parlé de l'UX et de la neuroergonomie. On a fait en sorte d'avoir un code qui soit le plus propre possible par rapport à PrestaShop. On a correctement balisé le thème, hein. Au niveau des balises H1, H2, etc. On a vraiment un très bon balisage. On a optimisé le nombre de requêtes. On a intégré un module de siloing thématique, hein, pour créer des univers sémantiques, des silos associés aux catégories. On a intégré un menu qui va justement gérer l'obfuscation de liens en fonction des silos dynamiquement. Donc on a vraiment un parfait maillage au niveau du site et de sa structure. On a intégré du lazy loading sur les images. On a intégré du tracking pour Google Search Console, Analytics et Facebook. On a intégré un blog WordPress, hein, c'est-à-dire on propose la charte graphique de la boutique PrestaShop pour WordPress afin d'avoir le meilleur de PrestaShop pour l'e-commerce. Mais si on veut avoir un blog, les blogs natifs à PrestaShop intégrés à PrestaShop, hein, qui se rajoutent en tant que module, ne sont pas forcément pertinents. Donc on a voulu utiliser le meilleur du blogging, et aujourd'hui c'est WordPress. Donc aujourd'hui on peut allier PrestaShop et WordPress avec une même charte. Et puis voilà, et puis après, c'est plein de petites choses, un petit peu de la chirurgie du SEO, par exemple, pour obfusquer le bouton Mon compte, hein. On n'a pas besoin de renvoyer les bots des robots de Google ou autres vers l'espace compte. Ou pareil pour les langues, quand on est sur le thème, comment dire, le champ qui nous permet de passer d'une langue à une autre, on le laisse seulement accessible depuis la page d'accueil. C'est-à-dire on le masque pour les robots, les utilisateurs le voient, mais il n'est pas cliquable parce qu'il est obfusqué, le lien est codé en base 64 et Google n'est pas capable de le décoder. Donc du coup, la navigation entre les différentes versions des langues du site se fait uniquement via la page d'accueil. Donc c'est plein de choses comme ça qui ont été vachement travaillées pour essayer d'avoir une page d'accueil qui soit bien optimisée aussi, avec du flex CSS, c'est-à-dire on a une balise H1 et un texte SEO, ils sont affichés en bas sur le corps de la page, mais Google vient le voir en premier. Donc là, le H1 qui est présent au milieu du site, il est présent en premier dans le haut du code quand Google vient le voir. Donc c'est plein de petites choses comme ça, de petites optimisations, de façon à optimiser les pages catégories aussi, pour avoir suffisamment de contenu. Voilà. Il y a eu vraiment beaucoup d'optimisation, hein. Tout est listé sur le site en lui-même SEO Presta. Mais voilà, on a vraiment sorti le thème ultime pour le SEO et pour PrestaShop actuellement présent sur le marché. C'est clair que pour 150 €, c'est difficile de faire mieux, d'avoir un Tout thème à plus fait. optimisé. Vous avez assuré une excellente base technique, la possibilité d'avoir des fiches produits extrêmement complexes,
des catégories qui sont quand même des pages hyper importantes dans la structure d'un site Tout à e-commerce, fait. très complète, et la possibilité de faire du blogging en plus. Donc un Voilà. WordPress intégré à Presta, c'est le top. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça, clairement, pour quelqu'un qui va acheter un thème et l'utiliser directement, voilà, il faut également dire qu'on a un seul module qui gère tout. On a le thème éditor, c'est un seul module. Donc Guillaume Battier a assez bien pensé ça pour éviter d'avoir 50 modules et utiliser différents modules pour différentes fonctions. Tout est centralisé dans un seul éditeur. Donc ça nous permet rapidement de personnaliser le thème, de comprendre facilement ce que l'on fait, de rapidement le personnaliser. On saisit un champ de couleurs, ça s'applique sur tout le site. Donc on n'a pas besoin de venir à 50 endroits différents pour changer les champs de couleurs. C'est vraiment très simple à prendre en main, très facile. Voilà, donc j'ai une vidéo qui explique ça sur le site, n'hésitez pas à aller la voir. Ouais. Mais voilà, il y a eu vraiment un gros travail. Effectivement, je crois il est à 159 € hors taxe de mémoire. Ce prix-là comparé au gain que peut apporter le thème en termes de performance SEO et ce qu'il évite de devoir investir en termes d'optimisation derrière, effectivement, aujourd'hui, il n'y a même pas à réfléchir. Hein. Je ne suis plus propriétaire du thème, donc je n'ai plus rien à gagner à le faire utiliser. Mais aujourd'hui, voilà, ce thème-là reste clairement le thème ultime sur le marché. Il n'y a pas mieux pour référencer une boutique PrestaShop. Voilà. Si vous voulez référencer votre site, offrez à votre site ce thème-là qui sera vraiment parfait pour ça. Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que je voulais t'interviewer, hein. C'est le thème le plus performant et à ce prix-là, c'est imbattable, hein. Des fois, on fait appel à des agences de com ou des agences web qui vont vous faire payer 10 fois plus cher, 10, non, 30, 50 fois plus cher Euh, et avoir quelque chose de moins performant. Donc, c'est ça que je voulais souligner aujourd'hui. Ensuite, je suis très intéressé par ton expertise PrestaShop. On en parlait en off avant, tu me dis il y a des gros sites, des gros projets qui sont posés sur des PrestaShop comme avec Decathlon, des choses comme ça. C'est quoi un Tout peu à les fait, bien limites sûr. Bien d'utilisation sûr, parce que tout à l'heure, en off, on discutait un peu de la taille des projets et que ouais, la taille des entreprises, ça s'adaptait plus ou moins à la taille des CMS ou est-ce qu'ils passaient sur des sites sur mesure au bout d'un moment? Pas forcément, hein. Il y a beaucoup de grandes marques qui utilisent des CMS. Et c'est vrai que des Decathlon utilisent PrestaShop. Pourtant, Decathlon était une très très grosse marque. Donc, PrestaShop leur convient. Donc, on n'est pas forcément. En fait, ce qui va pousser à sortir d'un CMS, c'est souvent les fonctionnalités du CMS. Au bout d'un moment, est-ce que c'est plus compliqué de faire évoluer un CMS vers là où on veut aller, ou est-ce que c'est plus simple de partir sur une solution sur mesure? J'en reviens à ma plateforme CMJUS, il n'y avait aucun CMS qui pouvait nous permettre de gérer ce que l'on fait aujourd'hui. Donc effectivement, il a fallu partir directement sur un site sur mesure pour développer chaque fonctionnalité qu'aucun CMS n'aurait pu apporter. Donc effectivement, dans ce cas-là, voilà, on est vraiment dans le développement pur parce qu'on en a besoin pour une grande marque, si c'est simplement être présent en ligne et vendre et qu'il n'y a pas de fonctionnalité trop particulière, on peut faire de belles choses avec des CMS et très bien les référencer. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le CMS qui va faire que le site sera plus ou moins référencé, c'est ce ouais, qu'on en fait. Et Laurent Bourrelli avait, il y a quelques années, balancé une bombe dans la communauté SEO en balançant que WordPress, c'était de la merde. Mais ce n'est pas WordPress qui est de la merde, c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, WordPress, ça peut être très bien comme très mauvais. Suivant ce qu'on va utiliser, ce qu'on va en faire, ben, on peut vraiment planter complètement son SEO avec un site WordPress et on peut avoir un SEO extraordinaire qu'aucun CMS ne pourra venir proposer avec un site WordPress. Donc aujourd'hui, tous les CMS sont plus ou moins bons, ont plus ou moins des avantages, mais par contre, il y a des bonnes pratiques à les utiliser, il y a des bonnes pratiques en termes de référencement naturel pour les gérer, et c'est tout. En fait, c'est juste une question de ce qu'on va en faire. Hein. C'est comme pour une voiture, n'importe quoi. Tu pars une très bonne voiture, un très mauvais pilote, et le pilote, il fera jamais de résultat parce qu'il est mauvais, c'est tout. Tout simplement, c'est c'est la même ça. chose. De toute façon, c'est la combinaison des deux qui va faire le succès du projet. C'est le choix d'une technologie adaptée aux besoins du client, parce qu'on en revient toujours là. C'est là où le besoin d'aujourd'hui pour un porteur de projet, c'est pas le même que dans un an. On a tous des stades de maturité différentes. Moi, ce que j'aime bien dans les prestats SEO, c'est les packager pour un besoin sur un trimestre. Parce que Bien c'est sûr, le temps qu'il faut pour évoluer et avoir des phases différentes. Donc, le besoin de l'e-commerçant, il évolue. C'est très bien de commencer avec un WordPress, d'enchaîner sur un PrestaShop et de finir sur un sur-mesure. Il y a pas de règle. Après, c'est l'expertise qu'on a de la technologie bien sûr. Hein. qui va faire que la technologie est adaptée au projet ou pas. Souvent, on va Puis, puis poser sou- Puis ouais, souvent, il faut savoir qu'un site a une espérance de vie
d'à peu près entre 3 à 5 ans, grand maximum. Au bout d'un Ouais, 5 ans, le site, bon, il y a quand même des choses à revoir dessus. Donc, si on reste sur le même CMS, on ne peut pas forcément faire une refonte. On vient changer le thème, faire évoluer techniquement le site. Mais souvent, justement, voilà, une refonte, quand le site devient un petit peu obsolète, et bien effectivement, c'est l'occasion peut-être de changer de CMS pour venir sur un CMS qui serait plus adapté à l'évolution qu'a eu l'entreprise et à son besoin. Mais souvent, quand le CMS suffit et correspond bien aux besoins, les gens ne changent pas, ils ne changent pas forcément de site, ils font évoluer un petit peu leur site, ils ne changent pas forcément de CMS, parce que changer de CMS, c'est quand même lourd en termes de référencement, parce qu'il faut rediriger toutes les pages, il faut quand même gérer cette partie-là. Et très très souvent, c'est massacré par des personnes qui ne savent pas le gérer. Donc changer de CMS est très dangereux. Donc on peut le faire, mais il faut se faire accompagner et surtout le faire dans les règles de l'art. Ouais. ouais. Merci beaucoup pour ces explications sur les règles de l'art. Tu es bien placé pour. Est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être pour conseiller un porteur de projet aujourd'hui? Je pense qu'on a fait le tour hein, sur le choix de la techno, sur le PrestaShop. Ouais, je prends le tour de tout quand même. C'était quand même assez complet. Ben Ouais, justement, au SEO Campus, je vais donner une conférence là-dessus, en fait, hein, sur tout ce qu'il faut prendre en compte pour correctement optimiser un site e-commerce. Hein. Il y super. a en fait le SEO, c'est énormément de leviers, et plus on va actionner un certain nombre de leviers, et mieux ce sera. Donc là, on a beaucoup appuyé sur la partie technique CMS et comment dire et thèmes qui font partie de la structure technique du site. Hein. Donc c'est un des piliers du SEO, mais à côté il y a la rédaction qui va aussi avec, la rédaction, voire rédaction sémantique, il y a les stratégies de liens qui vont aussi avec. Il y a quand même l'UX qui rentre également en compte. Il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent dans le SEO. Donc le SEO, c'est pas seulement de l'optimisation technique, c'est beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut venir optimiser et travailler et qui sont importantes pour avoir des résultats derrière. Ouais. C'est ça. C'est un pendant du marketing et il y a beaucoup de bras de levier et on n'en finit pas d'en découvrir hein, et d'en Mmh. activer. C'est bien ça un des secrets de la réussite des projets, c'est pas être monocanal et assurer ses arrières. Mmh. On en parlait concernant Nicolas Jardier et son expertise sur le tracking des performances. Je pense qu'il y a du boulot. Ah, tout à fait. En fait, on peut pas être bon dans tout. Et moi, le premier, quand on vient me voir en me disant est-ce que vous pouvez gérer tout ça? Non, non. Moi, je suis bon dans l'optimisation de WordPress, l'optimisation de PrestaShop, dans les stratégies de liens. Et c'est les trois domaines où je peux répondre présent et être vraiment très bon. Après, le reste, ne me demandez pas de faire de l'AdWords, ne me demandez pas de faire de l'analytics, ne me demandez pas de faire des réseaux sociaux. Voilà. Et j'ai mes limites et on ne peut pas être bon dans tout. Et celui qui dit qu'il est bon dans tout, c'est pas vrai, c'est un menteur. On ne peut pas être bon dans tout. Dans ce Ah métier, bon, le ça métier existe ça? Il y a des menteurs, tu crois, sur le marché? énormément, énormément. Le métier est tellement large que le Ouais. consultant 360 degrés qui sait tout faire, c'est pas possible. C'est un mouton à cinq pattes, il n'existe pas. Donc, ou on est une agence, on a toutes les compétences en interne, ou on est freelance, hein, consultant, mais consultant spécialisé dans certains domaines. Bon, on n'est pas bon dans tout, c'est pas possible. Et celui qui dit qu'il est bon dans tout, c'est un menteur, c'est pas possible, on ne peut pas. Ouais, ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas regardé Google Analytics, moi. Moi, pareil, hein, Je Analytics, regarde plus, hein. n'utilise pas forcément. Moi, je regarde les positions. En fait, tous les jours, j'ouvre Ouais. SEMrush. Et dans SEMrush, je regarde mes positions et je vois mes sites qui ont bougé ou pas. Et c'est là que je juge de ma visibilité. Voilà, j'ai plusieurs, on n'a pas trop parlé, mais j'ai plusieurs casquettes, plusieurs activités. Du coup, j'ai plusieurs sites que je gère et que je monitore pour voir un petit peu l'évolution de chacun. Et effectivement, ben voilà, pour moi, c'est je ouvre SEMrush, je regarde les positions et où est-ce que j'ai gagné des positions, où est-ce que j'en ai perdu et sur quoi je suis positionné. Est-ce que les objectifs que j'ai là de venir ranker, par exemple sur PrestaShop, j'ai travaillé la requête thème SEO PrestaShop pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, je suis premier sur thème SEO PrestaShop, donc j'étais premier parce que maintenant c'est PrestaModule qui l'est, c'est plus moi. Et après, on a commencé à travailler la requête thème PrestaShop. Là, on a voulu attaquer une grosse requête. Et là, on est passé de la 30e position. Je crois qu'aujourd'hui, le site est en 10e position sans avoir trop actionné derrière. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on pourrait gagner des positions là-dessus. Et c'est ça que je regarde. En fait, c'est tous les matins, j'ouvre SEMrush et je regarde les positions des sites pour voir justement qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé en fonction de ce que je veux positionner. Ouais. Ah, Mais Analytics, je l'ouvre pas. Je l'ouvre c'est pas notre Analytics, bras non. de levier principal à nous, les SEO, hein, les positions dans Google. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon, mais merci beaucoup, Nicolas, pour ton expertise et ton temps. Je te dis à très vite, À très j'espère. bientôt. Merci à toi en tout cas. Ciao. Bye Ciao. bye.